Bonjour à tous, bonjour pour ce nouveau webinaire Legal Vision et BDO Avocat sur les sociétés étrangères en France, succursale ou bureau de liaison, un sujet qui est particulièrement d'actualité. On va voir la pratique, un petit peu un cadre autour de ce type de société et d'opération, et ensuite les formalités qui sont liées à ces opérations. Pour ce webinaire, c'est évidemment pas moi qui vais parler de tous ces sujets qui nécessitent une forte expertise, mais je suis très bien accompagné avec Émilie Kidor, qui est la directrice des formalités chez Legal Vision et que vous connaissez tous très bien, et Maître Lucas, que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous, qui est avocat associé chez BDO Avocat. Merci beaucoup, Maître Lucas, d'être avec nous. Bonjour, merci de me faire l'honneur de participer à ce webinaire aujourd'hui. Je m'appelle donc Brigitte Lucas, je suis associée chez BDO Avocat, qui est le cabinet d'avocats de BDO en France, qui fait partie du groupe BDO. BDO est un réseau international pluridisciplinaire dans les métiers du chiffre, du droit et du conseil. Nous sommes présents de ce fait dans plus de 162 pays aujourd'hui, ce qui fait que nous avons une grande pratique des relations d'affaires internationales. Ce qui nous amène plus particulièrement, et moi je suis plus particulièrement en charge chez BDO Avocat à Paris, de l'accompagnement de nombreuses entreprises étrangères qui viennent s'implanter en France dans le cadre soit de création, soit d'acquisition. Voilà. Merci Maître. Alors je vous propose le programme de ce webinaire. Sachez que si vous cliquez sur le petit bouton qui est en bas de l'écran, je souhaite être contacté, on vous enverra les slides, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et je vous enverrai les slides de la présentation à l'issue de ce webinaire. Vous recevrez aussi le replay à l'issue du webinaire si vous n'arrivez pas à suivre jusqu'au bout. Vous pouvez voir l'enregistrement, mais restez jusqu'au bout parce que le meilleur est à la fin. Les sociétés étrangères en France, du coup, trois parties. Une première partie sur les succursales, le cadre juridique et les caractéristiques. Ensuite, on verra différents comparatifs sur les formes d'implantation, le bureau de liaison ou la filiale. Et ensuite, l'opération plus liée aux formalités d'une création de succursale, les différentes étapes à suivre. Donc, commençons directement, Maître, avec la partie sur la succursale et son cadre juridique. Alors le cadre juridique, tout d'abord, il est finalement assez peu doté pour la succursale. Ce qu'on sait, c'est que le Code de commerce, au travers des articles L123, 1, troisièmement, et R123-112 du Code de commerce, font l'obligation à toute société étrangère qui ouvre un établissement en France de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, et ce, dans un délai de 15 jours, délai légal. En pratique, en fait, les démarches sont entamées en amont. On essaie d'éviter d'ouvrir trop tard après l'ouverture, notamment parce que ça va susciter des problèmes d'immatriculation, d'obtention de numéro SIRET, d'immatriculation auprès de l'URSSAF. Ensuite, on a des salariés. Enfin, ça crée tout un tas de problèmes. Donc, mieux vaut anticiper l'ouverture de la succursale. Ce qui est un petit peu troublant et parfois gênant en pratique, c'est qu'il n'existe pas en vérité de définition claire, légale, de ce que c'est qu'une succursale de société étrangère. La notion d'une société étrangère qui ouvre un établissement en France s'apprécie donc en fait au regard, par analogie, à ce qu'on appelle l'établissement secondaire en franco-français, c'est-à-dire une entreprise française qui ouvre des sites et des établissements dans différentes villes de France. Donc, on a ce comparatif et en même temps, la situation n'est pas totalement toujours strictement identique. En tout cas, au regard de la définition de l'établissement secondaire, qui est visé à l'article R123-40 du Code de commerce, on doit avoir un établissement permanent, distinct du siège, une activité autonome et durable, et une direction en définitive qui est celle de la société au siège,
mais tout en ayant la possibilité pour l'établissement local d'engager juridiquement la société et de contracter avec des tiers. Une fois qu'on a dit ça, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout d'abord, le côté caractère établissement permanent. Permanent, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est permanent pour la vie, pour 50 ans, pour 99 ans, pour des durées plus ou moins longues? Enfin, pareil également, j'anticipe un petit peu sur le côté autonome et durable de l'activité. Un établissement permanent, pour prendre quelques exemples, ne nécessite pas nécessairement d'avoir des bureaux ou une usine. Le caractère permanent de l'activité s'apprécie en réalité davantage par la possibilité finalement d'avoir une activité économique, commerciale, et d'en avoir les moyens avec une certaine permanence. Une certaine permanence, eh bien parfois ce critère-là n'est pas facile à apprécier. Je vais prendre quelques exemples. Si vous ouvrez un pop-up store, une entreprise, une société étrangère, par exemple, dans le secteur de la mode, va ouvrir, du prêt-à-porter, va ouvrir un pop-up store à Paris pour faire le buzz, créer un événement, etc. Eh bien, le pop-up store, il y a des développements sur le sujet. S'il est relativement éphémère, quelques jours, quelques semaines, le caractère de permanence et de durabilité aussi ne sera pas rempli. Donc, vous n'avez pas à proprement parler l'obligation d'ouvrir une succursale. En revanche, si vous ouvrez un corner, par exemple dans les grands magasins, aux Galeries Lafayette, au printemps, pour essayer de lancer votre marque, faire un test, mais que vous êtes là de façon relativement finalement permanente sur plusieurs mois, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à remplir les critères qui nécessitent l'établissement, l'immatriculation d'une succursale. Sur le sujet de la durée, on peut aussi prendre l'exemple des chantiers. Des chantiers de longue durée en France d'entreprises étrangères. Lorsqu'une entreprise étrangère gagne un appel d'offres ou un marché et va faire des travaux, notamment dans le BTP de longue durée, eh bien, on n'apprécie pas de la même façon des interventions sur le territoire français qui vont durer un mois, d'un chantier, je ne sais pas, dans le nucléaire par exemple, pour lesquels les entreprises, ou dans l'aéronautique, c'est assez fréquent, pour lesquels une entreprise étrangère va avoir un marché d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et auquel cas, on y reviendra tout à l'heure, en fait, l'appréciation aussi fiscale du sujet est important pour aider à déterminer si oui ou non on doit immatriculer une succursale. Et donc, il faut des moyens. Donc, un bureau n'est pas nécessaire, mais en revanche, et on le verra tout à l'heure par différence avec les bureaux de liaison, lorsqu'on a juste une présence humaine, le fait parfois d'avoir une seule personne ne suffit pas à caractériser une succursale. Je ne dis pas que parce qu'on n'a qu'une personne, on n'a pas une succursale. Je dis simplement que parfois, ça ne suffit pas à caractériser. Et très fréquemment, on le verra tout à l'heure avec le sujet des bureaux de liaison, quand on commence à avoir un staff un peu plus important, 2, 3, 4, 5 personnes, je dirais que plus on a de personnel et plus la caractérisation d'une succursale peut se présenter parce que, en définitive, les activités vont s'étoffer. En tout cas, si tous ces critères sont réunis, incontestablement, la succursale doit s'immatriculer au RCS. Alors, sur les caractéristiques, la succursale n'est que le bureau en France ou l'activité en France d'une société étrangère, par différence à la filiale, on le verra tout à l'heure. Donc, la succursale n'a pas de personnalité juridique propre, elle n'a pas son patrimoine propre, pas de responsabilité autonome, elle constitue véritablement une partie intégrante, une universalité elle fait une universalité avec la société étrangère. De ce fait, en fait, cette caractéristique comporte à la fois et des avantages et des inconvénients. Au titre des avantages, on peut considérer que sur le plan administratif,
administratif, l'ouverture ou la fermeture d'une succursale sont d'un point de vue juridique un petit peu plus simple, notamment pour l'ouverture, vous n'avez pas, la différence d'une filiale, besoin d'ouvrir un compte bancaire en amont, etc. Donc, bon, ça peut faciliter en termes de rapidité le process d'immatriculation. Pour la vie des affaires également, la succursale bénéficie d'un crédit renforcé vis-à-vis des tiers, puisque les garanties sont celles de la société à l'étranger. La société à l'étranger, par définition, aura déjà eu plusieurs années d'activité, donc pourra présenter ses bilans. Les tiers pourront donc se référer à une assise financière et à une activité déjà connue, alors que quand on crée une filiale, eh bien, c'est l'activité de la filiale à proprement parler qui s'apprécie et quand elle commence, elle vient d'être immatriculée, par définition, il n'y a pas d'antériorité qui puisse servir, et donc en général, la société mère ou les autres sociétés du groupe sont celles qui doivent se porter garantes ou apporter des garanties ou montrer patte blanche pour rassurer les tiers. Et un des autres avantages également, pour ce qui est des activités réglementées, c'est que dans le cadre de la liberté d'implantation et de circulation au sein de l'Union européenne, lorsqu'il est nécessaire d'avoir des autorisations administratives pour exploiter certaines activités ou des licences, il y a un processus simplifié et d'équivalence pour obtenir les agréments nécessaires, alors qu'une société filiale, elle, doit vraiment recommencer tout le processus entièrement et comme une entité complètement distincte. Ça, c'est pour les avantages. Et au niveau des inconvénients, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de responsabilité limitée, c'est-à-dire que les activités qui sont exercées sur le territoire français, les liens contractuels et juridiques qui sont noués en France exposent en termes de responsabilité totalement la société étrangère. Un point également d'importance, moi je le constate assez régulièrement avec certains de nos clients, et là pour le coup ce sont eux les mieux placés pour répondre à cette question, mais il y a un point d'attention sur le business à proprement parler. C'est-à-dire que dans certains secteurs d'activité, pour pouvoir accéder à certains marchés, pour contracter, certains groupes ou certains secteurs d'activité préfèrent de façon tout à fait claire contracter avec une entité de droit français qu'avec une entité de droit étranger. Et parfois, le fait de ne pas avoir une société en France, mais simplement une société étrangère immatriculée en France, peut fermer les portes à certains marchés. Donc ça, ce sont des exigences économiques qui nous échappent complètement, qui peuvent être très variables d'un secteur d'activité à un autre. Je vous invite à interroger en tout cas vos clients lorsqu'ils doivent opérer un choix, pour savoir si le fait d'exercer sous forme de succursale ne va pas, le cas échéant, constituer un inconvénient au développement. Alors, on va passer sur la deuxième partie, la comparaison entre les différentes formes d'implémentation, donc avec en particulier le bureau de liaison et la filiale. Je vous laisse encore la main. Voilà, donc le thème du jour mettait plus l'accent sur le bureau de liaison pour des raisons en fait de points d'attention, et je dirais principalement d'ailleurs fiscaux, que selon moi proprement juridique. Bon, si on n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, bien évidemment, c'est pas bien, mais plus grave encore sont les sanctions financières lorsque l'administration fiscale vous tombe dessus et constate que vous aviez une activité commerciale taxable et que vous n'êtes pas immatriculé de la bonne façon et que donc vous ne payez pas les impôts qu'il convient de payer.
Donc, ce qui caractérise le bureau de liaison, à la différence de la succursale, c'est qu'il ne peut en aucun cas exercer d'activité commerciale. Le bureau de liaison ne peut exercer que des activités de type auxiliaire, préparatoire. Alors, on a par exemple la prospection, la publicité, des activités de stockage. Sur la prospection, soyons quand même très prudents. Quand on dit prospection, c'est plus, par exemple, une entreprise étrangère envisage d'investir le marché français. Elle ne le connaît pas bien et elle va envoyer une ou deux personnes, je ne sais pas, par exemple pour faire des études de marché, du marketing, voilà, comment voir comment. Ça pose pas de difficulté. En revanche, dès que vous allez basculer sur quelque chose qui va ressembler davantage à du démarchage commercial, ben là, vous tombez dans la commercialité. Enfin, on va peut-être le voir après, je crois, avec les tableaux comparatifs. Mais vraiment, ce que vous devez garder en tête, c'est que le bureau de liaison ne doit jamais exercer d'activité commerciale. En pratique, souvent, on a des clients qui commencent par créer un bureau de liaison parce qu'au début, ils font que de la prospection, de l'étude de marché, voir un petit peu comment le marché se présente. Et puis, petit à petit, ils vont tirer les conclusions positives de leurs études préalables. Ils vont commencer à recruter des forces de vente, des commerciaux, etc. Et là, clairement, on glisse sur la succursale. Donc, il faut être très vigilant, même si vous accompagnez des clients dans une simple immatriculation de bureau de liaison, de bien suivre leur activité pour voir si, à un moment donné, ils ne glissent pas vers une structure qui est une structure commerciale, tout simplement. C'est un sujet tellement important et des définitions qui sont tellement importantes que le collège stratégique s'en est saisi et a émis l'avis que vous voyez, donc une partie de l'avis qui vient bien définir ce qu'est un bureau de liaison, donc ce que vient de présenter Brigitte, et ce qu'est une succursale, donc les différents types d'implantation en France des sociétés étrangères. Et ça a un enjeu puisque selon la caractérisation que l'implantation que vous allez faire en France, vous n'allez pas être soumis du tout aux mêmes déclarations, donc l'obligation de s'immatriculer ou pas. Donc, je vous invite à aller voir cet avis du collège stratégique que vous pouvez retrouver en tapant dans votre barre de recherche avis collège stratégique succursale. Il fait 3 pages, c'est pour ça qu'on a mis qu'un extrait, et il est vraiment très très intéressant pour définir typiquement ce qu'est un bureau de liaison, les obligations qu'ils ont et ce qu'est une succursale et des sociétés étrangères qui peuvent exercer certaines activités en France et sans pour autant avoir l'obligation de s'immatriculer au RCS, donc ce sont les sociétés étrangères sans établissement stable en France. Merci Mélie. Donc, les différences clés entre un bureau de liaison et une succursale, donc on l'a dit, la succursale s'immatricule puisqu'elle a une activité commerciale au registre du commerce et des sociétés. Le bureau de liaison, et Émilie va nous faire quelques commentaires, est immatriculé auprès de l'URSSAF lorsqu'il y a des salariés. Alors, pardon. Je vais le faire de suite si ça vous dérange pas, Brigitte, pour qu'on reste exactement sur Absolument. De base, un bureau de liaison ne s'immatricule pas. C'est important de le rappeler parce qu'il y avait une confusion pendant très très longtemps sur est-ce qu'un bureau de liaison doit s'immatriculer ou pas. Il y a eu des dérives. Typiquement, on pouvait pendant un temps, sur le guichet unique, immatriculer des bureaux de liaison. Cette possibilité aujourd'hui n'existe plus sur le guichet unique. Ce qu'on immatricule, ce n'est pas donc le bureau de liaison, mais la société étrangère qui a besoin, dans certains cadres, d'avoir un numéro SIRET pour remplir ses obligations. Dans le cadre d'un bureau de liaison, comme vous le disiez tout à l'heure, Brigitte, ils peuvent être amenés à embaucher des salariés et avoir des salariés en France pour faire la prospection, ce genre de choses, et ils doivent remplir les conditions et les obligations françaises pour ces salariés. Donc, dans ce cas-là, on immatricule la société étrangère sans établissement en France auprès de l'URSSAF. Donc, c'est l'URSSAF qui va valider
pour pouvoir faire les déclarations d'embauche de salariés en France et effectuer toutes les cotisations qui vont avec. Il y a d'autres cas, je le précise ici, on ne rentrera pas dans le détail, il y a d'autres cas où les sociétés étrangères sans établissement en France vont s'immatriculer également via le guichet unique. Donc, soit auprès de l'URSSAF parce qu'ils ont des salariés en France, soit auprès de la DGFiP pour des déclarations purement fiscales. Donc, on parle bien de déclarations qui ne sont pas des impôts liés des impôts commerciaux, pardon, excusez-moi. Typiquement, on peut prendre un exemple, c'est une société étrangère qui achète un bien en France et qui administre un bien en France. Il y a des taxes particulières, donc notamment une déclaration annuelle, ce qu'on appelle la TVVI, donc taxe de 3%. Il y a certains cas où ils doivent la payer, d'autres où ils sont exonérés. Et s'ils sont dans le cadre où ils doivent la payer, ils doivent aller immatriculer sur le guichet unique une société étrangère sans établissement en France pour obtenir un SIRET. Il y a également le cas des sociétés étrangères qui exercent en France des activités artisanales. Et là, pour le coup, c'est la MSA qui va valider. Donc, ça peut être le cas d'une embauche de salariés en France, mais comme la société étrangère a une activité agricole, ça lui impose en fait d'aller faire ses déclarations auprès de la MSA. Et donc, dans ce cas-là, c'est la MSA qui va valider la formalité sur le guichet unique. Je ferme la parenthèse et je vous laisse reprendre, Brigitte. Merci beaucoup, Émilie. Oui, c'est très intéressant et ça illustre en fait parfois la complexité dans la compréhension qu'il peut y avoir, et notamment sur l'aspect fiscal. Et d'ailleurs, j'ouvre et je referme immédiatement une petite parenthèse, mais sur ce sujet, bureau de liaison, succursale, il est à mon sens extrêmement important dans certaines situations de s'attacher à l'avis d'un fiscaliste, puisque, comme on l'a dit, le critère principal est un critère de commercialité qui s'apprécie aussi et surtout d'ailleurs du point de vue fiscal. Et donc, dès lors qu'on est... C'est un des sujets là, dans le comparatif astreint au sujet aux impôts, enfin que j'appelle commerciaux, parce qu'il fallait dans le cadre de cette présentation, c'est pas une présentation fiscale, il fallait faire simple, mais disons que par impôts commerciaux, pour résumer, on va dire IS, impôt sur les sociétés, et TVA, quoique pour la TVA, c'est bien plus complexe. Pour la TVA, on peut ne pas constituer une succursale d'un point de vue commercial immatriculée au RCS en payant l'impôt sur les sociétés, mais on peut très bien devoir s'immatriculer juste pour liquider la TVA dans certaines situations, alors même qu'on n'exerce pas sous forme de succursale. Donc, ce sont des sujets, enfin, on ne va pas creuser aujourd'hui, c'est vraiment si je complexe. Dans ce cas-là, où vous n'avez justement que des déclarations de TVA à faire, vous êtes dans le cadre justement d'une société étrangère sans établissement en France. Et vous avez besoin d'un SIRET pour faire ces déclarations de TVA. Voilà. Donc, c'est vraiment un sujet complexe et l'avis d'un fiscaliste est vraiment nécessaire. Absolument. Donc, je confirme. Et nous, on travaille de façon d'ailleurs très étroite avec les fiscalistes, par exemple sur les sujets de chantier, longue durée, à partir de quel moment est-ce que c'est considéré comme une longue durée ou pas. Voilà. Il y a heureusement quelques guidelines, je dirais, fiscales de l'administration. Voilà. Bref, donc la fiscalité, on l'a dit, la succursale est soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc tous les ans, elle va faire sa déclaration IS. Donc pour faire ses déclarations d'impôt société, elle va tenir une comptabilité. Elle ne va pas à proprement parler établir de comptes annuels, mais malgré tout, il faut bien tenir une comptabilité cloisonnée pour déterminer quelle est la quote-part de résultats et d'activités imposables sur le territoire français. Et d'un point de vue social, en fait, c'est totalement équivalent, puisque dans les deux cas, qu'on soit immatriculé au RCS et par conséquence ensuite auprès de l'URSSAF, etc., et des impôts, ou qu'on ait, le terme de bureau de liaison qui ne nécessite pas un bureau à proprement parler, dans tous les cas, effectivement, les deux formes permettent de liquider les cotisations sociales au titre des employés qu'on a sur le territoire français.
Pour ce qui est la filiale, donc là, c'était pas le focus aujourd'hui, le comparatif filial, mais parlons-en quand même rapidement. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la filiale est une société de droit français, donc c'est une société à part entière, elle a la personnalité juridique, elle a son patrimoine propre, à la différence de la succursale. Les sujets de responsabilité sont la responsabilité des associés est limitée aux apports, alors que dans l'autre cas, pour la succursale, il n'y a pas de limitation de responsabilité. Sur ce point, je voudrais quand même mettre un petit accent, un petit bémol pratique. C'est qu'en vérité, quand on crée une filiale qui est détenue à 100%, c'est souvent la société mère qui est garante des activités. Donc, juridiquement, en théorie, on a une responsabilité limitée. Ce qui peut être intéressant notamment en cas de dépôt de bilan, mais pour autant, il ne faut pas croire que ce soit une limitation de responsabilité pure et absolue, parce qu'en pratique, les sociétés mères sont souvent garantes et apportent le soutien financier au développement de leur filiale. Donc sur la création, on va passer rapidement puisqu'on va aborder tout à l'heure, Émilie va développer ces points. Les deux sont astreintes aux impôts commerciaux, donc il n'y a pas de véritable économie. Ça, c'est un sujet, question sempiternelle des clients parfois, de dire ah, mais qu'est-ce qui va me coûter le moins cher? En fait, c'est un peu voir les choses partie visible de l'iceberg. C'est vrai que dans une succursale, on n'établit qu'une liasse fiscale, mais comme je vous l'ai dit, ça nécessite quand même de tenir une comptabilité, une sous-comptabilité isolée. Donc, entre ça et établir des comptes annuels, après, il n'y a pas une grosse différence. Voilà, donc, mais en termes pardon, je suis en train de me perdre. En tout cas, sur la filiale, c'est clairement la loi française qui s'applique pleinement et entièrement, alors que la succursale, elle est régie pour certains sujets par sa loi étrangère, notamment pour tout ce qui est du fonctionnement interne, etc. Elle est régie par le droit du pays d'immatriculation. Et en revanche régie par le droit français pour certains sujets comme les contrats de travail ou d'autres sujets. Et au niveau de ce qu'on pourrait appeler la gestion administrative récurrente, c'est vrai que la succursale est un petit peu plus légère en ce sens qu'on n'est pas obligé de faire tous les ans une assemblée d'approbation des comptes et pour cause, on n'a pas nos propres comptes, on n'est pas obligé d'opérer des opérations de recapitalisation si on a perdu les capitaux propres. Enfin, on n'est pas astreint à toutes les obligations d'une société française. En revanche, au niveau de la succursale, en définitive, les seules contraintes sont chaque année de déposer les comptes de la société étrangère tels qu'ils ont été publiés dans le pays d'origine, de les déposer au greffe du tribunal de commerce. Petit point d'attention, souvent les clients pensent que la succursale va coûter moins cher. Je peux vous assurer que quand vous faites faire des traductions de comptes annuels, parfois les frais de traduction sont plus importants que la rédaction, que la tenue d'une petite, la préparation d'un petit dossier juridique d'approbation des comptes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc On va maintenant passer, effectivement, merci Maître. On va maintenant passer à la création d'une succursale et regarder un peu les différentes étapes avec Émilie. Oui, on va repasser du coup sur le focus succursale puisque c'était le but de ce webinaire. Donc maintenant qu'on sait exactement quel type d'implantation on veut sur le territoire français, donc on part sur une succursale, la première des choses à faire, c'est de collecter les documents. Et, Antoine va passer le slide, voilà, merci. Les documents donc à prévoir sont des documents à collecter ou des informations à collecter auprès de la société étrangère. Donc, ce qui est nécessaire d'obtenir, c'est l'équivalent KBIS, donc l'extrait d'immatriculation dans le pays d'origine, qui ne s'appellera pas forcément KBIS, mais en tout cas de l'obtenir et de faire traduire cet équivalent KBIS en français pour effectuer les formalités après, puisque en France, on aura toujours besoin d'une traduction pour avoir de la langue française.
Cette traduction devra être certifiée conforme par le dirigeant. Il en est de même, du coup, il faut récupérer les statuts de la société étrangère, les derniers statuts en vigueur, ou équivalents statuts, et les faire traduire en français. Si l'activité est réglementée, on va faire un tout petit point d'attention juste après, il faudra bien penser du coup à justifier de l'obtention des autorisations pour exercer en France la dite activité. Et puis il faut récolter donc les informations qui parfois ne sont pas sur l'équivalent CABIS pour les dirigeants à l'étranger, donc les personnes qui vont gérer la succursale à l'étranger. Les dirigeants à l'étranger, il faut bien penser à récupérer les noms, prénoms, dates, lieu de naissance, nationalité et adresse, puisque ça, on va devoir les déclarer. Oui, 2 points. Alors, pour rebondir à ce que vous disiez, Émilie, je pensais sur le dernier point qui est celui de l'adresse. Il y a quelque chose en France qui est un petit peu choquant pour les clients étrangers. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler à l'international, on comprend cette surprise. C'est qu'en France, quand on déclare un dirigeant, on est obligé de mentionner son adresse. Et son adresse personnelle. Aujourd'hui, à l'heure du RGPD, etc., c'est vrai que ça laisse un peu dubitatif, puisque n'importe qui peut connaître l'adresse personnelle d'un dirigeant. On comprend qu'on puisse fournir ces informations. Elles pourraient rester confidentielles au greffe, mais non, elles sont publiées sur l'extrait CABIS, donc voilà, c'est une petite touche française. On commence à y venir. Du coup, vous lancez le sujet, c'est pas prévu. On commence à y venir parce que justement, quand on prend le registre national des entreprises, si vous allez télécharger un extrait du registre national des entreprises, vous verrez que vous n'y verrez pas toutes les informations figurées, notamment sur les adresses personnelles, vous ne verrez que la commune. C'est justement pour se mettre en conformité avec le RGPD. Par contre, c'est une excellente nouvelle. Oui, il est vrai que sur le registre du commerce et des sociétés, pour l'instant, ils n'y sont pas encore. Mais on peut imaginer qu'à l'avenir, ils vont également s'y conformer. Eh bien, espérons-le, parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu intrusif. Oui. Bref, ce n'était pas le sujet, pardon. Oui, 2 points de vigilance importants. Donc, on disait, faites attention en amont lorsque vous allez accompagner un client sur une immatriculation de succursale, de vous assurer de l'activité exercée et de savoir si une autorisation, un agrément, une déclaration quelconque administrative sont nécessaires. Et à ce moment-là, je vous invite vivement à vous rapprocher de votre formaliste de Legal Vision pour anticiper et échanger en amont de l'immatriculation, parce que dans certaines situations, on va pouvoir faire une immatriculation en 2 temps, ou enfin, Émilie pourra développer le point le cas échéant. Mais en tout cas, rapprochez-vous en amont de votre formaliste pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de l'immatriculation. Pardon. Et l'autre sujet, c'est celui du contrôle des investissements étrangers en France. Il y a des secteurs, on pourrait consacrer un webinaire entier sur ce sujet qui est quand même assez lourd. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des activités sensibles en France pour lesquelles il est nécessaire de faire soit une déclaration préalable, soit une déclaration à des fins statistiques, et notamment sur les sujets sensibles comme la défense, la cybersécurité, l'énergie, certaines activités d'extraction aussi de produits sensibles, aujourd'hui les activités pénitentiaires, etc. Depuis 2023, je crois, le législateur est venu apporter une petite précision parce qu'il y avait, comme on dit, un trou dans la raquette. Les succursales n'étaient pas concernées. Donc aujourd'hui, le contrôle des investissements étrangers s'applique également dans ces secteurs sensibles lorsqu'il y a le prise
la prise de contrôle d'une succursale en France. Donc, cette prise de contrôle d'une succursale en France, elle peut se matérialiser de différentes façons. Le plus souvent, ce sera la prise de contrôle d'une société qui est à l'étranger, qui a une succursale en France. Ça peut être aussi le rachat simplement d'une branche complète et autonome d'activité. Donc, faites attention lorsque vous avez des succursales, de suivre vos clients. Enfin, logiquement, ce sont les équipes en charge du M&A hein, et des acquisitions qui doivent faire vigilance sur ces sujets-là. Mais faites attention néanmoins, si vous êtes au courant d'opérations de restructuration intragroupe ou autres, ou de cession, d'attirer le cas échéant l'attention de vos clients sur ces points. Et si on poursuit du coup cette procédure, elle paraît plutôt logique, mais la deuxième étape, c'est d'obtenir une adresse en France. Parce que qui dit succursale dit un établissement en France, donc avec un bureau et une adresse en France. Et la question pourra se poser également, est-ce qu'il est nécessaire ou pas de désigner un représentant en France ? Donc, pour obtenir une adresse en France, c'est simple, vous allez conclure un bail, vous allez conclure un contrat de domiciliation et vous récupérez bien le justificatif puisque ce justificatif sera demandé lors de l'immatriculation. La question du représentant en France est un tout petit peu plus complexe, soumis à interprétation. Le principe est que la société peut désigner un représentant local, donc un représentant en France, pour la succursale qui sera habilité à engager la société et donc à contracter et engager la société étrangère. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Et si vous décidez de nommer donc un représentant en France, il faudra bien penser à fournir sa pièce d'identité en cours de validité, sa déclaration de non-condamnation et de filiation et la délégation de pouvoir, puisque en réalité, si vous lui donnez la possibilité d'engager la société en France et qu'il n'est pas représentant à l'étranger, donc un des dirigeants, c'est que vous lui donnez une délégation de pouvoir pour le faire. Pardon. Je crois qu'on a perdu Antoine. Donc, on a un avis du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés qui vient bien dire que c'est une possibilité puisque, comme vous pouvez le voir à l'écran, il dit bien « peut solliciter la mention ORCS d'une ou plusieurs personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel par leur signature ». Dans les faits, et dans la pratique, certains greffes nous imposent un représentant en France, donc nous demandent lors de l'immatriculation obligatoirement d'avoir un représentant en France. Représentant en France que l'on peut déclarer comme étant le représentant à l'étranger, puisque les représentants à l'étranger sont obligatoirement indiqués sur le CABIS, mais potentiellement, la notion de représentant en France, certains greffes nous imposent de l'indiquer sur le CABIS. Voire parfois, et je crois que là, Brigitte, vous avez eu le cas, vous avez été embêtée sur un greffe, parfois, certains greffes demandent un représentant en France, mais de ne pas déclarer les représentants à l'étranger. Alors ça, c'est assez atypique, mais on a vraiment des pratiques qui peuvent être complètement différentes d'un greffe à l'autre. Donc parfois, on n'a pas le choix que de mettre un représentant en France, de le nommer. Donc là aussi, juste un petit commentaire à Émilie, on est malheureusement entre c'est même pas la théorie, mais entre le droit et la pratique. On est confronté parfois à un mur et c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer parce que lorsque l'administration a décidé de ne pas faire, sauf aller faire du contentieux, mais comment expliquer à un client que vous allez devoir faire du contentieux parce qu'un greffier ou une greffière a décidé de ne pas appliquer la loi et que c'est leur pratique locale. Enfin, je pense que les clients ont d'autres choses plus intéressantes. Ils préfèrent consacrer leur énergie et leurs finances au développement qu'à ce genre de guerre stérile. Mais en effet, on est confronté parfois à des difficultés. Et là aussi, si je peux me permettre un conseil, sollicitez en amont parfois votre formaliste parce que autant sur les greffes de Paris, de Nanterre, qui sont des greffes, j'allais dire, très, très, très business, très, très habitués aux relations internationales, aux affaires internationales,
Autant d'autres greffes sont beaucoup plus hermétiques. Et en fonction de l'endroit où on va s'établir, il peut être judicieux d'échanger avec son formaliste en amont. Oui. Mais on connaît bien les pratiques de greffe, donc c'est vrai qu'il est préférable de se rapprocher de nous avant. Je réponds tout de suite à une question qui vient d'être posée dans le chat. Le représentant en France peut-il être de nationalité étrangère? Oui, il peut l'être. Attention par contre, s'il réside en France, à voir s'il n'a pas l'obligation d'avoir un titre de séjour. En effet, c'est un point qu'on n'a pas couvert. On n'a pas rentré dans ce niveau de détail, mais en France, on a la chance de ne pas avoir de véritables restrictions importantes sur la nécessité d'avoir soit un national français, soit une personne qui réside nécessairement en France. Donc, on a beaucoup de souplesse en France de ce point de vue-là. Il en faut bien quand même. Et la dernière étape, c'est maintenant que vous avez tout ça, vous avez tous vos documents, eh bien, il faut passer à l'immatriculation. L'immatriculation aujourd'hui ne se passe que sur le guichet unique, juste pour rappel. Il y a des mentions qui sont à déclarer, je ne vais pas toutes les dire, vous aurez les slides après si vous les avez demandées. Les mentions qui sont là sont les mentions à révéler sur le CABIS. Ça ne veut pas dire que lors de l'immatriculation, vous allez devoir indiquer que ces mentions. Je prends un exemple. Lorsque vous êtes une société de l'Union européenne, donc la société étrangère est dans l'UE ou dans l'espace économique européen, il y a des mentions qui ne vont pas figurer sur le CABIS, telle l'adresse du siège social à l'étranger. Lorsque c'est une société qui est hors UE ou hors espace économique européen, dans ce cas-là, elle doit être révélée sur le CABIS. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas révélée sur le CABIS qu'elle ne doit pas être saisie lors de la formalité sur le guichet unique, puisque l'adresse, elle est importante, notamment pour l'INSEE. L'INSEE va délivrer un numéro SIRET, et pour pouvoir délivrer un numéro SIRET, il faut qu'ils aient une adresse. Donc, ces informations ne seront pas révélées sur le CABIS, elles seront de toute façon à indiquer lors de la saisie sur le guichet unique. Ça vaut, et Antoine va cliquer, pour l'identification de la société, mais également pour l'identification de l'établissement, puisqu'il y a des informations qui ne seront pas sur le CABIS lorsque la société est européenne, mais qui sont quand même essentielles pour les autres organismes. Il y a une question qui revient également beaucoup, c'est je suis donc une société étrangère, je viens immatriculer une succursale en France, est-ce que je dois déclarer mes bénéficiaires effectifs? Alors, le Code monétaire et financier prévoit que à partir du moment où une société étrangère relève de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, ou qu'elle est soumise à une obligation de publicité conforme aux droits de l'Union, il n'est pas nécessaire de déclarer ses bénéficiaires effectifs en France lorsque vous immatriculez une succursale. Ce qui veut dire qu'à contrario, toutes celles qui ne sont pas dans l'espace économique européen, dans l'UE, ou qui ne peuvent pas démontrer qu'elles ont le même niveau de conformité dans leur droit local, doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs lors de l'immatriculation et lors des changements. Sur le guichet unique, pour vous aiguiller un petit peu, c'est relativement simple. Il faut juste bien sélectionner dès le départ la société commerciale étrangère immatriculée RCS. Là, si vous regardez bien, juste en dessous, vous avez ce dont on a parlé tout à l'heure, la société étrangère non immatriculée RCS. Là, vous tomberez donc sur les sociétés étrangères sans établissement. Lorsque vous sélectionnez donc la société commerciale étrangère immatriculée RCS, vous allez voir apparaître succursale d'une entreprise étrangère. Donc, vous êtes bien sur la bonne forme d'implantation. Si vous ne voyez pas ça, revenez en arrière. Le seul petit point d'attention que je vais avoir sur le guichet unique, c'est au niveau de la liste des dirigeants. Sur la gestion et direction, vous voyez qu'il y a une liste qui est quand même assez importante et je n'ai pas pu tout mettre. C'est normal. En fait, ça mélange un peu les sociétés donc, étrangères immatriculées, donc les succursales, et les sociétés étrangères sans établissement en France. Donc, typiquement, le comptable, le mandataire fiscal, ce n'est pas pour la succursale, c'est pour la société étrangère sans établissement. Donc, nous, on se contentera là uniquement que du dirigeant à l'étranger, du dirigeant en France et de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société, sachant que je vais faire une petite dédicace à Godefroy Le Ménager du guichet unique qui m'a indiqué hier que ce petit sujet va être réglé d'ici quelques jours, semaines. Voilà.
C'est les seuls points d'attention à avoir sur le guichet unique. Et une fois qu'on a immatriculé la succursale, il reste quand même des formalités postérieures, c'est-à-dire qu'il y a quand même, donc, comme le disait tout à l'heure Brigitte, une obligation tous les ans d'aller déposer les comptes au registre du commerce et des sociétés. Donc là, dans ce cas-là, ce que l'on va déposer, c'est uniquement ce qui a été établi à l'étranger avec la traduction en français certifié conforme. Ça se limite à ça. Et puis ponctuellement, vous pouvez avoir donc d'autres formalités à effectuer, donc la mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs pour les sociétés, les succursales, pardon, qui sont rattachées à une société qui n'est pas dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen. Donc forcément, à chaque fois qu'il y a un changement sur les bénéficiaires effectifs, il faut aller remettre à jour le registre des bénéficiaires effectifs en France, donc il faut y penser. Ce qui amène d'ailleurs un petit sujet sur le fait que la distinction entre les sociétés qui sont établies dans l'Union européenne et les sociétés qui sont hors UE pose aujourd'hui un sujet, puisque lors de l'immatriculation des succursales auparavant, le greffe nous demandait obligatoirement de remplir les BE, peu importe si elles étaient ou pas dans l'Union européenne. Et donc, potentiellement, vous pouvez avoir des succursales aujourd'hui qui ont un registre des bénéficiaires effectifs alors qu'elles ne devraient pas avoir de registre des bénéficiaires effectifs, ce qui pose un sujet puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus changer les bénéficiaires effectifs. Donc, il n'y a pas de formalité possible pour les mettre à jour pour les sociétés qui, du coup, sont dans l'Union européenne. Donc, quelque part, il faut aller supprimer toutes ces informations au registre des bénéficiaires effectifs, ce qui pose un réel sujet. C'est comment supprimer les informations qui n'auraient jamais dû y apparaître, sachant que potentiellement elles sont fausses aujourd'hui. Et puis bien entendu, lorsque vous avez un changement de dirigeant à l'étranger, il faut bien le reporter sur le cabis de la succursale en France. Le changement de siège social, le changement de dénomination, la date de clôture, non, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais je suis désolée, c'est une petite erreur puisqu'elle n'apparaît pas sur le cabis des sociétés. Oui, je sais, pardon, désolée. Je me suis perdue aussi, Brigitte. Chacun son tour. Elle apparaît sur les sociétés donc, qui sont hors UE. Et donc, bien entendu, si vous changez la date de clôture d'une société, par exemple, américaine, reportez-le bien sur le cabis de la succursale en France. Et donc, comme vous l'avez constaté, il y a quand même beaucoup de nuances avec est-ce qu'on est bien dans une succursale? Est-ce qu'il faut que je fasse une immatriculation? Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse d'immatriculation? Et dans quelles conditions? Et donc, il faut vraiment faire bien attention et pour assurer la garantie de la conformité de la succursale ou de la société étrangère qui s'installe en France. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Maître, pour tous ces éléments. Pour ceux qui sont encore là, d'ailleurs, tout le monde est resté jusqu'au bout. Donc, il y a pas mal de questions qui ont été posées qui, je pense, sont assez intéressantes. Hop, je reviens dessus, pardon. Et je vais prendre les quelques questions. Il y avait la première question, la succursale est-elle immatriculée au RNE? C'est peut-être pour toi ça, Émilie? Tout à fait. Elle est immatriculée au RNE puisque le RNE concatène vraiment tous les registres, dont le registre du commerce et des sociétés. Et je vais aller même plus loin, c'est que toutes les sociétés étrangères qui s'immatriculent en France, qu'elles soient en succursale ou en société étrangère sans établissement en France, sont au RNE, sont immatriculées au RNE. Une question de Christophe, peut-être sur un côté plus fiscal. Est-ce que le bureau de liaison est bien assujetti à la taxe sur les salaires du fait qu'il ne soit pas assujetti à la TVA? Alors, je ne voudrais pas donner une fausse réponse. Je pense qu'il faudrait solliciter un fiscaliste, mais en même temps, alors, je ne voudrais pas que ma réponse soit engageante, hein. Consulter un fiscaliste, mais si on a un bureau de liaison, c'est qu'on n'a pas d'activité commerciale, donc je doute qu'on paie la taxe sur les salaires, mais consulter un fiscaliste. Merci, effectivement. Une autre question de Nassira. La société étrangère sans établissement en France paye les cotisations même si elle n'a pas de salariés? Alors non.
Le but, pardon, excuse-moi, je t'ai Oui, coupé oui. la parole. La question était finie, donc tu pouvais la prendre. J'avais pas la réponse. Je la lisais en même temps que toi, je suis désolée. Alors non, le but d'immatriculer une société étrangère sans établissement en France, c'est justement pour aller payer les cotisations. Donc si vous n'avez pas de salariés en France, si vous n'avez pas une obligation fiscale de vous immatriculer en France, dans ce cas-là, il n'y a pas d'immatriculation, ce n'est pas du tout nécessaire. Et il n'y a pas de cotisation. Si vous n'avez pas de salariés, vous n'avez pas de cotisation sociale. Merci Émilie. Une question de Chloé qui est assez pratique. Si une société étrangère souhaite conclure un bail en France afin d'avoir un bureau pour mener des études de prospection sur le marché, qui doit être le signataire, la société étrangère ou bien la succursale qui doit être, ou bien est-ce qu'il faut ouvrir une succursale pour signer ce bail? Vous voulez que je réponde, Émilie? Eh bien, ce sont les dirigeants à l'étranger, hein, puisqu'il n'y a pas de séparation de personnalité. Donc, ce sont les dirigeants étrangers le dirigeant étranger qui va signer ce bail. Petit point de commentaire, si ce bail est un bail à usage de bureau classique, non réglementé, très bien. Petit point, s'il s'agit d'un bail commercial pour pouvoir bénéficier de la protection et du statut des baux commerciaux, il faut être immatriculé au RCS, ce qui nécessite, là pour le coup, une immatriculation. Enfin, l'immatriculation, que je sois claire, l'immatriculation d'une succursale ne doit pas dériver du fait qu'on veut bénéficier du statut des baux commerciaux, parce que là, pour le coup, ensuite, on aurait des obligations fiscales. Donc, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, sachez que si vous n'avez pas de succursale en France, vous ne pourrez pas vous prévaloir de la protection du statut des baux commerciaux. Une autre question d'Emeline. Bonjour, y a-t-il l'obligation de remplir la déclaration des prix de transfert pour une succursale? Ah là là, alors c'est un gros sujet fiscal et effectivement, le sujet des prix de transfert concerne aussi les succursales et les flux qui pourraient exister éventuellement intra-groupe, même si ce n'est pas un groupe puisque c'est une seule et même entité. Mais les allocations de profit d'une entité, d'un pays à un autre, est un sujet qui concerne aussi les succursales. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, nous avons dans nos équipes des spécialistes des prix de transfert qui connaissent ça très, très bien. Une petite question sociale de la part de Delphine. Est-ce que le représentant en France est éligible à l'assurance chômage? Ça, tout dépend de son statut. Si c'est un salarié, il a le statut salarié. S'il n'est pas salarié, du coup, il ne paye pas de cotisation liée à son contrat. J'ai d'autres questions. On va en prendre une de plus. Ouais. Je vais la prendre. Le bureau de liaison peut encore être ouvert en France? Non. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'un bureau de liaison ne s'immatricule pas. Si le bureau de liaison est amené à employer un salarié, dans ce cas-là, ce que l'on immatricule, c'est la société étrangère qui n'a pas d'établissement de France dans le cadre des cotisations sociales. Donc, aujourd'hui, si vous allez sur le guichet unique, vous n'avez pas la possibilité de sélectionner un bureau de liaison. Ça n'existe plus, cette formalité n'existe plus. On n'immatricule pas un bureau de liaison, on immatricule une succursale ou une société étrangère sans établissement en France. Bon, je crois que la difficulté vient du fait que le titre est tellement long que dans un souci de simplification, évidemment, dans le vocable quotidien, on utilise toujours ce terme de bureau de liaison ou de bureau de représentation parce qu'on ne va pas dire une société étrangère. Et aussi parce que, alors, on peut le dire EESF, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Mais c'est surtout aussi parce que la pratique avant avait certaines dérives, qu'aujourd'hui c'est recadré. C'est vrai que j'ai eu l'occasion moi-même d'immatriculer des bureaux de liaison avec un établissement en France, donc d'avoir deux SIRET, un SIRET pour le siège, l'adresse à l'étranger, et un SIRET pour l'établissement en France, sans pour autant que cette structure, bureau de liaison, ne soit immatriculée au greffe. Et ça, c'est une dérive de la pratique qui n'est plus permise aujourd'hui, où les choses ont été recadrées. Alors, en effet, moi, j'ai eu
C'est assez rare, mais ça peut arriver dans ma vie professionnelle. J'ai rencontré des entreprises étrangères qui s'immatriculaient 2 fois, mais j'allais dire, par exemple, pour 2 canaux, 2 secteurs un peu distincts d'activité. Voilà. Après, ça peut poser questionnement. Mais par le passé, oui, j'ai vu des entreprises qui matriculaient une succursale pour ce qu'elles considéraient être leur activité commerciale taxable en France et qui s'immatriculaient par ailleurs sur un autre canal, celui du bureau de liaison, pour un autre panel de leur activité qu'elles considéraient non taxable. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, tout cela n'est plus possible. On est soit l'un, soit l'autre. On est soit l'un, soit l'autre. Et dans tous les cas, le bureau de liaison, le terme bureau de liaison, quelque part, est bien défini aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir l'avis du collège stratégique. Parce que sur les formalités, en tout cas, on n'a vraiment que 2 cas. La succursale, la société étrangère, sans établissement en France, le SF. J'ai suivi. Et très bien. On va s'arrêter là avec les questions et avec la présentation. J'espère que du coup ça a répondu à vos questions. Si vous en avez plus, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc aussi bien côté Legal Vision sur la partie formalité que côté BDO avocat sur l'accompagnement dans toutes ces opérations. On reste à votre disposition. Si vous voulez les slides, n'hésitez pas à cliquer aussi sur le petit bouton « Je veux être recontacté ». C'est comme ça qu'on pourra identifier qui souhaite recevoir la présentation. Vous aurez le replay. Encore une fois, un grand merci, Maître. Merci à vous. C'est un plaisir à préparer ce webinaire avec vous. Et on espère tous vous revoir très bientôt sur notre prochain webinaire. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.